Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 26 septembre en direct sur le plateau de 85 Chrono. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, vous le savez, avec nos chroniqueurs invités. On va parler des rendez-vous du week-end. On aura aussi un petit mot évidemment avec l'entretien 85 Chrono, cette semaine qui sera dédiée au cyclisme. Et puis je vous le disais, pour m'accompagner ce soir, bien entendu, tout d'abord deux chroniqueurs. Benoît Pinault qui fait sa rentrée des classes fin septembre. Benoît, bienvenue. Ouais, j'ai pris le temps. On a affûté les petits crayons. Ça, vous nous avez préparé une super chronique en plus où il faudra trouver la faille. Donc on va voir ça ensemble. Et puis à côté de vous, votre acolyte, Johan Jadot. L'homme qui n'a pas de faille. L'homme qui n'en a pas du tout. En tout cas, on les a pas encore vus sur ce plateau. Qui nous parlera course à pied. C'est vrai. Puisque cette émission, eh bien, ce soir, est dédiée à la course à pied et focus sur l'un des grands événements du week-end. Ce sera le trail de Nantes à Montaigu qui revient eh bien, pour la 7e édition avec la petite musique. Ça va faire plaisir à Richard. Ouais, très bien. Exactement, la musique du départ. Musique originelle. Ouais. Ça fait cette édition. Cette édition, voilà. Justement, ça perdure. On va présenter nos invités quand même du soir. Richard de Belloir, bienvenue. Vous êtes le président des Runners de la DIC qui organise donc ce trail de Nantes à Montaigu. Effectivement. Et à côté de vous, Émilie Bréguin qui va participer à l'un de ces formats. Et vous êtes, une coureuse de l'ABV Montaigu. Merci d'être avec nous ce soir et on va parler de course à pied, mais juste avant, un petit mot de basket puisque cette semaine marquait le début de la Coupe de France masculine et pour le 64e de finale de la compétition, le Vendée Challant Basket recevait Lorient. C'était ce mardi soir, salle Michel Vrignot, deux formations qui se connaissent bien puisqu'elles évoluent toutes les deux en National 1. Alors après une entame de partie équilibrée, les Vendéens terminent mieux et sont en avance de 7 longueurs pour rentrer au vestiaire 51-44. De retour sur les parquets, eh bien, ce sont les Morbihanais qui profitent du coup de moins bien des Vendéens, 57 partout. Finalement, Warren Racine et Clément Morel remettent les Chalandais sur de bons rails, 72-62 à l'issue du troisième quart-temps. Le plus dur est fait et Chaland va s'offrir une fin de match plus paisible, victoire 100-79. L'aventure en Coupe de France se poursuit donc pour les Vendéens. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur du VCB, Sébastien Lambert. Je ne sais pas si ça fait du bien à la tête, mais en tous les cas, on avait besoin de se la remettre à l'endroit, entre guillemets, par rapport à notre prestation de Fougères. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré les blessures, on voit qu'on peut compter aussi sur nos jeunes, qu'on a un effectif qui nous permet de pouvoir rivaliser avec un des plus beaux effectifs de National 1, qui est Lorient. Je pense qu'on a produit du jeu, on a été intéressant défensivement, on fait un bon match ce soir. On a changé des défenses un petit peu, on a varié un petit peu plus. Mais on a été intéressant ce soir dans l'état d'esprit avant d'être intéressant dans le basket. Voilà. Puis à noter dans le même temps que les Sables Vendée Basket sont eux sortis dès le premier tour, défaite 89-79 sur le parquet de Rennes. Et puis on revient en plateau avec nos invités, nos chroniqueurs pour parler de course à pied, la 7e édition du Trail de Nantes à Montaigu, avec cette année toujours une variété de formats proposés, 5 formats de 103 km à 22 pour le plus petit, avec plusieurs nouveautés cette année. Richard, peut-être expliquez-nous tout d'abord quelles sont les nouveautés de cette 7e édition. Oui, donc l'enjeu c'était vraiment dynamiser le parcours du 100 km. Habituellement on avait à peu près une centaine de coureurs sur 100 km. Voilà. Donc c'était vraiment de rajouter des coureurs sur ce parcours-là. Donc du coup déjà on a créé donc un relais sur le 103. Donc le premier fait 41 l'Ultra Castle Tour. Voilà. C'est ça. Et le deuxième fait les 62 derniers. Et on a réussi à trouver un nouveau site d'exception, le château d'Asson à la Boissière de Montaigu. Donc on remercie le propriétaire qui nous accueille gentiment. Et donc là, on a un 35 km avec un peu plus de 400 inscrits pour une première édition. Donc plutôt pas mal. C'est sur les 31 derniers kilomètres du 100 km. C'est ça, avec des départs qui sont échelonnés de 4h du matin jusqu'à 11h. C'est ça, sur le 14h même pour le 22 km. Ouais. Là, on voit quelques images de l'édition de l'an passé. C'était le départ de l'Ultra Castle Tour qui, lui, part du château des Ducs de Bretagne. L'idée aussi de ce parcours-là, c'est de faire un grand voyage entre Nantes et Montaigu avec des paysages superbes. C'est ça, c'est le vignoble nantais. Voilà, dans un premier temps, en longeant les bords de Sèvres jusqu'à Tiffauges. Et puis après, les paysages du Haut-Bocage vendéen. Et on rattrape les bords de Maine au niveau de la Boissière pour remonter jusqu'à Montaigu. C'est ça, il y a une variété de parcours. On passe dans des propriétés privées, au bord des rivières. C'est ça, on a des châteaux publics et privés. Le château de Clisson, le château de Tiffauges. Après, donc en château privé, on a la Masure, la Forte-Écuyère, et on a beaucoup de chaussées. On a encore 3 nouvelles chaussées cette année qu'on va pouvoir passer si le niveau d'eau baisse un peu. Oui. Voilà, donc avec des beaux moulins qui ont été rénovés, des paysages
et du patrimoine. Donc voilà, une course en solo pour cette Ultra Castle Tour et une course aussi en duo avec le relais des Ducs, c'est donc l'une des nouveautés. Et puis il y aura notamment donc ce trail de la digue aussi, le 53 km. Et puis Émilie, vous serez alignée sur ce 53 km. Non, c'est le 35. Le 35. C'est ça, pardon, excusez-moi, le 35 km. Comment est-ce que vous vous préparez pour cette course-là, Émilie ? Je la prépare vraiment de façon aléatoire. C'est comme un semi-marathon à peu près. Je fais des sorties nature, du fractionné pour garder un peu de vitesse et voilà, à la sensation. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que Émilie, elle a déjà gagné la distance de 53 km, le trail de la digue. Elle a gagné également il y a 2 ans le trail de la Maine. Donc voilà, elle a quand même 2 victoires sur 2 distances proposées. Peut-être, je lui souhaite d'ailleurs une 3e victoire sur la nouvelle distance. Et Émilie, elle est aussi infirmière. Voilà, elle court un petit peu partout d'ailleurs. C'était quoi d'ailleurs la dernière course, Émilie ? Le relais de l'ultramarin. Ouais, c'est ça. C'était Le golfe du Morbihan, ouais, c'est ça. Comment s'était passée cette course ? Très bien. J'étais avec d'autres concurrents que je ne connaissais pas spécialement. Je me suis intégrée à un groupe et j'ai trouvé ça magnifique. Le départ en pleine nuit, le lever de soleil, des sentiers que je ne connaissais pas et c'était très très chouette, une belle aventure. Donc là, ce sera un départ un peu moins matinal, puisque ce sera 11h, avec un beau plateau aussi sur cette 7e édition, Johan. Oui, c'est vrai. Sur l'Ultra Castle Tour, d'ailleurs, on aura un coureur venu des Alpes. Ce sera d'ailleurs une première, je crois, de mémoire, Tanguy Warin. Donc on verra ce que ça va donner, parce que c'est vrai que les coureurs des Alpes, parfois, viennent se casser les dents sur nos petites montagnettes à nous, parce que c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus roulant. Et c'est vrai que là, sur 104 km, on a 1400 de dénivelé. Donc c'est très très peu pour ceux qui ont l'habitude de franchir du dénivelé, mais parfois ils se rendent compte qu'il faut quand même toujours courir et donc ça fait mal aux jambes. Et ça, il y a des difficultés dans ces différents parcours, évidemment, elles sont actualisées chaque année, Richard ? Ouais, après, comme le dit Johan, le parcours n'est pas non plus si simple, ouais. Même s'il paraît roulant. En fait, on a beaucoup de passages en prairie, en bord de culture, qui sont les paysages du bocage vendéen. Donc voilà, même si c'est plat, c'est difficile à courir. Et puis Johan le disait, donc il y a des coureurs qui viennent de plusieurs départements, je crois une 40aine de départements cette année représentés. Et puis il y a aussi des coureurs qui viennent de beaucoup plus loin, même hors de France. On a un coureur de Nouvelle-Zélande, un coureur de Bolivie, un coureur de Suisse. Donc voilà. Certainement des gens qui viennent visiter la région et qui en profitent pour s'aligner sur notre course. Ça, ils viennent chercher le défi sportif. Il y a peut-être aussi cet aspect un peu touristique. Oui, certainement. On a échangé avec des gens d'un peu de partout l'année dernière et en fait, c'est ce qui en ressort. C'est qu'ils viennent en priorité donc faire la course, mais après, ils en profitent pour rester 4-5 jours et visiter notre belle région. Donc, c'est plutôt bien pour tout le monde. C'est ça, et puis à l'animation, on aura le temps d'en reparler. Il y aura 2 speakers, donc cette animation qui fait partie aussi de la course, bien entendu. Et puis l'un des speakers, donc, Johan. Yes. On les voit à l'antenne avec Ludovic Collet qui vous accompagnait sur l'année dernière et vous remettez le couvert cette année aussi. Ouais, c'est vrai que Ludo Collet, qui est la voix du trail en France, la voix de l'UTMB, de la Diagonale des Fous, j'en passe et des meilleurs, qu'on avait fait venir l'année dernière. En tout cas, j'avais proposé ça à Richard et ça avait été validé. Et Ludo revient pour le plaisir parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup de trail en France, surtout dans les montagnes. Et là, visiblement, le caractère de l'épreuve et l'ambiance donnée par toute l'organe lui a plu, donc ça va être une belle fête à nouveau. Ça rajoute une sacrée animation aussi, j'imagine, quand on est sur la course, d'avoir déjà Spicchio, évidemment, et puis Ludovic Collet aussi depuis 2 ans maintenant. En termes d'animation, on est quand même on est plutôt sur du haut de gamme, avec la prestation des 2 speakers, les sites quand même de départ qui sont des sites d'exception, entre le Château des Ducs. On a aussi du coup les machines de Lille à Nantes pour le 53. Là, on a changé notre départ d'Aigrefeuille. Donc, on sera au parc du Plessis, qui est un très joli parc, plus le château d'Asson. Donc, vraiment des sites d'exception. Cette année, on va rajouter donc un DJ sur la zone d'arrivée, entre 14h et 19h, qui va aider les speakers à ambiancer tout ça. On a toujours les départs filmés en direct, retransmis donc sur un grand écran sur la zone d'arrivée et aussi sur notre page Facebook. Donc c'est clair qu'en termes d'animation, on est plutôt bien.
Émilie, c'est quoi l'importance d'un speaker? On l'entend surtout au début de la course, à la fin. Ça booste, ça permet de se transcender avant de partir et puis en arrivant sur les derniers mètres. Oui, en fait, on a l'impression d'être quelqu'un d'important. Je trouve que ça porte. Speak You, sur les courses, on sait qu'il est là et ça fait du bien. C'est gentil. C'est beaucoup de compliments. Beaucoup de compliments, mais je le retourne aussi à Émilie parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est qu'elle est aussi bénévole. L'année dernière, je me souviens, on s'était vu à 5h du matin. Oui, à Saint-Jacques. Je crois que tu y seras encore cette année, hein? Oui, j'y suis avec... Donc on commence la journée beaucoup plus tôt, finalement, dès le départ de 11h. Oui, ça va être... Comment est-ce qu'on gère tout ça, finalement? Alors, c'est du temps. J'avais envie de donner du temps. Je me suis dit, j'ai fait les courses, pourquoi pas donner un petit peu de temps à l'organisation, en sachant que s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de course. Donc, et puis, je voulais voir un petit peu l'envers du décor, parce que, il nous donne de la force d'avancer, de l'énergie, il nous encourage. Donc, je me suis dit, derrière, comment c'est? Et en fait, c'est chouette de suivre les gens. On voit des personnes qu'on connaît. C'est une bonne ambiance, très bonne ambiance. On va continuer à parler justement de cette 7e édition du Trail de Nantes à Montaigu. On reste avec de la course à pied. Johan, on va parler de votre chronique. Et tout d'abord, alors pour commencer, un petit coup de gueule, un carton rouge, un carton orange, un jaune, on ne sait pas trop. On vous laisse présenter le début. Ah, je sais pas. Je suis indécis. Normalement, je voulais venir avec mon carton rouge. Et puis, à force de revisionner les images, eh bien, vous me direz ce que vous en pensez. Petit rappel des fêtes. Tout d'abord, on était le week-end dernier du côté des États-Unis, en Californie, pour vivre le rêve américain sur les Golden Trail World Series, sur le Mammoth Lake. Dernière étape avant la grande finale en Suisse des Golden Trail World Series. Un autre circuit différent de celui de l'UTMB, avec des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus punchy, avec ce qu'on appelle du skyrunning, voilà, avec des épreuves assez techniques. On a les images, on va pouvoir les voir justement. Effectivement, on est sur cette dernière ligne droite d'arrivée, et là on le voit, le Marocain Eloussine El Azaoui, grand vainqueur également le week-end dernier sur l'étape américaine, et juste derrière Patrick Kipengeno, le Kenyan, et regardez, on voit que le Kenyan essaye de passer à droite et on voit Eloussine El Azaoui. Alors on ne sait plus trop finalement. On va essayer de voir au zoom ce que ça donne. Mais Patrick Kipengeno semble légèrement gêné. Un geste qui aurait pu faire très mal. Parce que là, ils vont très très vite. Ils sont à 21 km/h. En plus, ça descend. Ça descend légèrement. On arrive sur la dernière ligne droite. On est à 50 mètres de la ligne. Bon, finalement... les échos que j'en ai eu, c'est qu'il y a eu une explication entre les coureurs. Patrick Kipengeno aurait pu passer à gauche, parce qu'il avait de la place. Il avait choisi l'option de droite. Eloussine ne voit pas vraiment derrière. Donc je ne sais pas si vraiment il y a un carton rouge. En tout cas, ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Peut-être était-ce le but de l'Instagram des Golden Trail World Series, parce qu'ils ont fait plusieurs milliers de vues là-dessus. En termes d'élections aussi. Carton orange. Carton orange, c'est ça. On est dans une période politique en ce moment, et puis il y a des élections du côté de l'athlétisme cette fois, Johan. Oui, je vais tenter de vous expliquer les élections à la FFA, parce que vous le savez, on rentre dans une nouvelle ère olympique jusqu'en 2028, donc forcément on va renouveler les membres dans beaucoup de fédérations, mais notamment à celle qui nous intéresse, la Fédération française d'athlétisme. Alors vous avez un petit diagramme qui est peut-être pas très simple comme ça à comprendre à l'image, mais ce qui est important de retenir, c'est que la loi du 2 mars 2022 est entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Cette règle qui vise à introduire d'ailleurs l'obligation d'avoir des athlètes, des entraîneurs, des officiels dans l'organe collégial administratif de la fédération. D'ailleurs, c'est applicable à beaucoup de sports, et notamment à l'FFA, c'est-à-dire qu'on aura 12 membres, donc 12 sportifs qui vont être élus, des sportifs de haut niveau. Donc il y a une liste qui est établie, des sportifs de haut niveau, qui vont voter pour des sportifs de haut niveau qui se présentent. Je citerai Renaud Lavillenie, par exemple, Mélanie Robert-Michon, Mélissa Robert-Michon, Thomas Cardin et autres. Et donc, on va élire 2 membres qui seront intégrés au comité directeur et au bureau fédéral. Mélina Robert-Michon. J'ai dit quoi? Vous avez tous dit de la merde. On s'est tous trompés. Mélina Métis-Solivis. Non, c'est pas ça non plus. Non, mais Mélina Robert-Michon, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc les élections, c'est à venir. Ce sera le 14 décembre. Et la nouveauté, c'est que tous les clubs
de France vont voter pour une liste, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, il y avait beaucoup de lobbying, on votait au sein des ligues, donc voilà, c'était un petit peu éloigné. Là, voilà, chaque club aura son mot à dire sur la liste avec un président. Et puis pour conclure, un petit mot d'Antoine Clément. Ah ouais, un petit mot d'Antoine Clément, personnage intéressant, ancien combattant de MMA qui s'est mis à la course à pied, regardez, il est beau, un physique à la Rambo, avec une âme de poète, beau comme un Indiana Jones au sommet de son art, qui après le Pacific Crest Trail, je vous en parlerai prochainement, était du côté des États-Unis, dans le Tennessee, dans l'Amérique profonde, pour la Barclay Fall Classic, une sorte de mini Barclay, pour se qualifier pour la Barclay, vous savez, une des courses les plus difficiles du monde. Il était là-bas, seul le premier est invité à la Barclay d'office, malheureusement, il a terminé deuxième. Donc on l'embrasse, il est rentré en France, mais j'espère qu'on aura l'occasion de parler de lui ici pour qu'on puisse le découvrir un peu plus. Peut-être on lui lance l'invitation, On lui lance se joindre à nous pour un jeudi soir, ce serait grand plaisir. On va commencer à énumérer les différents rendez-vous sportifs du week-end, c'est la première partie de votre agenda. On débute cet agenda avec du football et le 4e tour de la Coupe de France qui sera marqué par l'entrée en liste des équipes de N2. On retrouvera donc la Roche-BF, les Herbiers et le Poiré-sur-Vie. Les matchs auront lieu samedi et dimanche. Toujours en football, 3e journée de Division 3 féminine. L'équipe de la Roche-ESO qui a débuté le championnat par une défaite et une victoire se déplace à Brest, la Lanterne Rouge. Coup d'envoi dimanche à 15h. En basket, c'est la reprise pour la Ligue féminine et pour cette première journée, l'équipe de La Roche-sur-Yon se déplace sur le parquet de Lyon-Asvel samedi à 20h30. En National 1 masculine de basket, 3e journée, et Chaland qui reste sur une victoire en Coupe de France mardi soir face à Lorient reçoit l'Union Rennes Basket 35 vendredi soir à 20h30 salle Michel Vrignot. A noter que l'équipe des Sables se déplace vendredi soir à Angers. Et puis en National 2 masculine, Montaigu-Vendée tentera d'obtenir sa première victoire lors de la 3e journée. Les Vendéens reçoivent Niort samedi soir à 20h à la salle de Saint-Georges de Montaigu. En rugby, 3e journée de Fédéral 3 et un match entre deux équipes encore invaincues. Les Sables d'Olonne reçoivent Saint-Nazaire dimanche à 15h15 au stade de la Rue de Lierre. A noter qu'en Fédéral 2, à l'occasion de la 3e journée, l'équipe de la Roche-sur-Yon tentera d'obtenir sa première victoire sur le terrain de Tours. Voilà, deuxième partie de vos agendas à retrouver d'ici quelques minutes. Mais avant, je vous le disais en début de cette émission, c'est l'heure de notre chronique expert prépa mentale. Avec notre expert, Benoît Pinault. Et ce soir, on le disait bien Benoît, on va essayer de trouver la faille. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le sport, souvent on est prêt à beaucoup de choses pour gagner. Il y a des gens qui s'entraînent beaucoup, il y a des gens qui font de la recherche dans le matériel, il y a même des gens qui se dopent, ça on va pas en parler aujourd'hui. Et puis il y a des petits malins, des petits filous, comme dirait Lise-Marie, qui vont chercher des failles dans le règlement, partant du principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et on va commencer tout de suite avec des nouvelles fraîches des JO. Je ne sais pas si vous avez vu cette course du premier tour des 110 mètres haies. On a un coureur américain qui fait partie des favoris, Crittenden. On le voit partir, prendre un très très mauvais départ, et ça ne va pas s'améliorer sur la course, puisqu'il est même quasiment au ralenti et finit bon dernier. En un honorable, 18-27, c'est bien en départementaux vendéens, mais au niveau olympique, c'est pas terrible. Alors on se dit qu'il est disqualifié, bien sûr, mais non, il y a une nouvelle règle pour les JO. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas qualifiés ont le droit à un tour de repêchage. Et en fait, il a déclaré tout simplement qu'il avait fait exprès, puisqu'il était encore blessé, il avait besoin d'un peu plus de temps dans sa convalescence, donc il a volontairement fait une mauvaise course pour se donner plus de chance le lendemain, ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il est même allé jusqu'en finale, où il a terminé 6e dans un beau 13-27 ou 13-32 même. Mais vous voyez, on peut se servir du règlement pour se donner aussi du temps. Donc c'était dommage pour les autres qui allaient en repêchage, mais c'était tout à fait légal, donc bravo, petit malin. Et puis justement, on peut aussi se donner du temps dans une autre discipline, en l'occurrence, cette fois, le cyclisme sur piste. Alors très honnêtement, c'est un petit peu plus limite, mais effectivement, vous allez observer Philippe Indes, qui est le coureur à gauche de cette épreuve par équipe. Il est chargé d'emmener son équipe dans le premier tour, et là, en fait, il rate complètement son départ, et il chute. Eh bien, cette chute est totalement volontaire. Pourquoi ? Parce que dans le premier tour, s'il y a une chute dans le premier tour, le règlement stipule que tout simplement, on redonne le départ, comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est ce qu'il a fait avec plutôt malice et génie, mais bon, pas forcément très bonne intention. C'est qu'au lieu de pénaliser son équipe, il s'est tout simplement servi du règlement.
Alors je ne sais pas si vous, dans votre sport, dans votre discipline, dans les courses que vous avez pratiquées, vous avez déjà vu des petits malins comme ça se servir du règlement, alors sans tricher bien sûr, hein, toujours, si c'est déjà arrivé. Il y a de l'optimisation. Ouais, après il y a des ouvreurs en VTT des fois devant les coureurs, donc on est obligé de le rajouter au règlement après. Ouais, c'est vrai. Ça aide d'avoir quelque chose devant qui mène. Voilà, donc après c'est spécifié dans le règlement, et effectivement, hein, c'est ça qui permet de trouver la faille, comme on le disait. Alors c'est exactement le principe, c'est justement les sportifs qui permettent de faire évoluer le règlement. Et notamment, est-ce que vous savez pourquoi au tennis de table on a 2 phases de couleurs différentes ? Eh ben, en fait, c'est lié à ce jeune monsieur qui est tout à fait à la pointe de la mode en 1980, à gauche en rouge, John Hilton. Alors, il gagne les championnats d'Europe en 1980 au nez à la barbe de tous ses adversaires, dont ce crétin, par exemple, qui était favori. Eh bien, pourquoi ? Parce que ce petit malin a tout simplement 2 phases, dont une particulière en anti-top, et s'amusait assez régulièrement à changer de phase, donc son adversaire ne pouvait absolument pas savoir contre quoi s'appuyer derrière. Et oui, et depuis, on utilise les fameuses plaques noires, rouges, et d'ailleurs, on a même introduit maintenant d'autres couleurs de plaques. Hein. On peut voir du vert, du rose, du violet depuis l'année dernière. En tout cas, on avait du style à l'époque. Hein. C'est ça. Exactement. Jamais égalé. Alors, est-ce que vous connaissez Will Thomas ? Non, ça ne vous parle pas ? Non. Alors, Will Thomas, c'était un nageur américain. Alors, il n'était pas forcément très très bon, il n'a jamais rien gagné. Et puis, d'un seul coup, il s'est mis à tout gagner dans les universitaires américains. Il s'est pas plus entraîné, il n'a pas changé sa nutrition, il n'a même pas trouvé de préparateur mentaux génial. Non, en fait, il a tout simplement changé de sexe. Et bizarrement, effectivement, 2 mois après, il s'est mis à gagner toutes les courses de sa catégorie, de sa nouvelle catégorie féminine. Bon, c'était moins du goût de ses autres concurrentes qui ont préféré se réunir entre elles pour célébrer sans Will Thomas, qui est devenu l'IA pour l'occasion. Donc, c'était devenu légal. Bon, pour autant, sa fédération a quand même refusé de l'envoyer au JO à Paris. Et justement, au JO à Paris, il y a eu un exemple très concret cet été. Alors, on a eu un exemple, enfin, ça fait polémique, et là, cette fois, c'est pas un changement de sexe, mais effectivement, la boxeuse Iman Khelif. Alors, elle est née femme avec ce qu'on appelle effectivement une disponibilité génétique particulière, qu'on appelle l'hyperandrogénie. Alors, hyperandrogénie, c'est ça. Ce qui fait que c'est bien au JO. Paravolet. Au paravolet, on a... Volet assis, plutôt, c'est vrai. Oui, c'est du volet assis, paravolet. Morteza Merzad, alors on va le voir sur l'image, il fait 2,46 m, il fait partie des 5 plus grands hommes du monde. Et effectivement, même assis, ça fait quand même une sacrée différence par rapport à ses adversaires. Morteza, ça lui a quand même changé la vie, le volet. Et si on poursuit en fait dans cette logique, moi je reprends des exemples que l'on connaît un peu plus. Victor Wembanyama, je crois qu'il culmine autour des 2,21 m, quelque chose comme ça, avec ou sans les chaussures. Bon, quand on le regarde jouer par rapport à certains adversaires, effectivement, on a l'impression qu'il peut lutter contre des enfants, mais non, on a bien affaire à un basketteur pro. Et c'est un peu cette discussion, c'est-à-dire que si on nie l'évolution génétique, dans ce cas-là, on interdit à tous les joueurs de basket de plus d'1,75 m de jouer et on gère de l'équité. Donc, Iman Khelif, c'est pas forcément non plus un monstre, c'est pas une tricheuse non plus, elle fait avec ses armes. Et l'évolution du sport, elle se fait de cette manière-là, sur les règlements, mais aussi sur le principe de l'équité sportive. Et il y a une chose qui m'a plu, il y a 15 jours à Saint-Jean-de-Mont, on a organisé des championnats de France de triathlon, et il y a un aspect primordial à l'intérieur du règlement de l'organisation, c'est que la première règle, c'est de créer un climat de sportivité, d'équité et de fair play, au-delà même de toutes les règles que l'on peut mettre derrière. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce que l'on va véhiculer comme valeur en fait, auprès des jeunes qui vont faire du sport. On va garantir de la sécurité et de la protection et pénaliser ceux qui ne respectent pas les règles. Donc voilà, bravo à ceux qui trouvent les failles, mais effectivement, ça aide aussi à rajouter de l'équité et à faire que le sport, effectivement, est accessible à tout le monde. Voilà. Et bien sur ces bons mots, merci beaucoup Benoît pour cette chronique. Et puis je vous propose tout de suite de passer sans transition à l'entretien 85 chrono de cette semaine. Avec cette semaine, un focus sur le cyclisme et une équipe féminine qui évolue en National 1. C'est le team Lady Namips pour leur première saison au plus haut niveau du cyclisme amateur français. Les Lyonnaises ont brillé sur les routes et avant la dernière course de la saison, ce sera dès ce week-end à la Nester dans le Morbihan, et bien la directrice de l'équipe, la directrice sportive de l'équipe Delphine Ledoux a pris quelques minutes pour TV Vendée.
Bonjour Delphine Ledoux. Bonjour Alexandre. Merci de nous accueillir chez vous. On est au siège de la Roche-Vendée Cyclisme. Vous êtes la directrice sportive, Delphine, de l'équipe féminine du club qui évolue en N1. Cette saison, le plus haut niveau du cyclisme amateur, on le rappelle. Cette équipe, ce sont bien les Lady Namips Clarisse Automobile Roche-Vendée Cyclisme qui a été créée il y a à peine un an. Delphine, on arrive à la fin de cette première saison. Qu'avez-vous appris durant ces un an ? J'ai appris plein de choses. J'ai appris déjà à vraiment diriger une équipe. Donc j'avais dirigé les garçons en National 2 pendant 2 ans au Vélosport Valtais. Et puis du coup, me voilà maintenant à diriger des féminines. Donc c'est complètement différent. Mais j'ai appris aussi à créer un groupe, à faire de la cohésion et à diriger une équipe niveau sportif. Donc voilà, c'était une année enrichissante. Justement, c'est quoi le quotidien d'une directrice sportive ici au RVC ? C'est des bonnes journées bien remplies où finalement on doit étudier tous nos parcours par rapport aux compétitions qui ont lieu le week-end. C'est aussi des planifications d'entraînement. C'est aussi gérer tout ce qui est assistant, mécano, etc. Donc les journées sont vraiment bien remplies. Et j'ai la chance d'avoir des bénévoles à mes côtés et un président hors pair aussi. Donc ça aide. Je ne suis pas toute seule dans le bateau, on va dire, à gérer cette équipe, quoi. Yannick Leclerc, le président du RVC, exactement, qu'on salue. Exactement. Alors pour cette première année en N1, 9 coureuses faisaient partie de l'effectif. On va les citer. Sarah Pope, Flavie Arnoux, Manola Audet, Maëva Neveu, Chloé Schonenberger, Marie de Sandez, Inès van der Linden, Coralie Savina et Colline Vincent. 4 d'entre elles étaient déjà au RVC. Pour les 5 autres, vous êtes allés les chercher un peu à gauche, à droite. Est-ce que ça a été difficile de constituer cet effectif ? Facile, non. non, parce qu'on s'est décidé assez tard pour créer cette équipe, mais au final, j'ai réussi à convaincre quand même les 5 autres filles. Et après, une fille comme Chloé Schonenberger, c'est vrai que j'y suis allée un petit peu au culot, comme je dis toujours. C'est-à-dire que je l'ai contactée par Instagram, par les réseaux sociaux. et du coup, je voulais avoir ses coordonnées, elle me les a données, on s'est appelé. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et puis ensuite, Marie de Sandez, ça a été par le biais de Inès van der Linden que je l'ai contactée. Donc voilà, de fil en aiguille, on a réussi à constituer cette formidable équipe en tout cas. Delphine, quand on est directrice sportive, comment est-ce qu'on arrive justement à passer d'une somme d'individualité avec vos 9 coureuses à un groupe avec de la vraie cohésion ? C'est du travail au stage. C'est le premier stage cohésion qu'on a fait. C'est un exemple tout bête, mais je leur avais demandé de cuisiner pour tous les bénévoles. Je les avais mis en binôme. Et c'est comme ça après qu'elles apprennent à se connaître. Et puis après, c'est au fil du temps. C'est les stages, c'est les courses, c'est des appels la semaine, c'est tout un travail de fond. Et c'est vrai que notre métier est quand même fait de je dirais 70%, c'est de la gestion humaine. C'est pas autre chose, quoi. Et c'est quoi cet état d'esprit du team La Dynamips Clarisse Automobile ? Cohésion. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment ça, cohésion, envie, respect des unes et des autres. Et c'est comme ça aussi qu'on a construit notre saison. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Donc on va rester sur ces valeurs-là la saison prochaine, en tout cas. Justement, ça a bien fonctionné puisque dès votre première année en N1, vous êtes allé décrocher plusieurs victoires. Dès la première course en équipe, même, c'était sur le contre-la-montre du circuit des plages vendéennes, le 18 février 2024. C'est ça. Delphine, cette victoire inaugurale, est-ce que ça a été vraiment le fer de lance de cette saison ? Ouais, franchement, ça a été un soulagement déjà, clairement, parce que même si on l'avait travaillé, justement, on avait fait des stages pour aller reconnaître sur cette course-là. Et du coup, entre aller la reconnaître et puis concrétiser, il y a un fossé. Mais non, franchement, ça a été vraiment une satisfaction. On était contents. J'avais la chance en plus d'avoir Yannick Leclerc avec moi dans la voiture. Donc on a vécu un super moment. Mais ça a vraiment été un soulagement de voir que c'est possible, on se donne les moyens et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc ça a lancé plutôt bien la saison et on est parti dès le jour même en stage en Espagne. Donc on va dire que ça a fini en fait de créer la cohésion qui était déjà naissante au sein de l'équipe, quoi. Voilà, un entretien qui est à retrouver dès à présent sur le site de TV Vendée et demain, juste après la matinale à 9h. Et puis on revient pour cette fin d'émission avec nos invités, les runners de la Digue qui organisent ce week-end, ce samedi, la 7e édition du Trail de Nantes à Montaigu. Richard de Bellor, on a parlé des différents formats, mais c'est aussi une course qui est à la fois caritative et qui se veut éco-responsable. Vous pouvez nous expliquer peut-être de quoi il s'agit ? Oui, c'est une démarche éco-responsable qu'on a depuis le premier jour. Donc on a très très peu de déchets parce qu'on a supprimé toutes les bouteilles d'eau. On n'a que des produits en vrac.
Voilà, donc on a très peu de déchets de ce côté-là. Cette année, on finance donc Mini Big Forest, qui est une association qui fait de la reforestation. Voilà, donc ça, les coureurs nous aident parce qu'ils ont le choix de prendre ou pas le t-shirt, celui-ci qu'on met en dotation individuelle. Et donc à chaque fois qu'un t-shirt n'est pas pris, on reverse environ 5 €. Voilà, plus des dons qu'ils pouvaient faire sur le site. Et le gros des bénéfices repart aussi donc à l'œuvre des pupilles, qui est l'association qui prend en charge les orphelins de sapeurs-pompiers. On aide aussi à financer des associations sportives ou non locales qui nous aident par le biais de partenariats bénévoles. Voilà, donc C'est ça, vous l'avez dit Richard, avec 27 977 € récoltés depuis 6 ans, 4 000 € l'an dernier. Donc de l'argent qui sera bien utilisé, bien entendu. C'est ça. Et puis Émilie, pour terminer sur le côté sportif, après cette course-là, comment est-ce qu'elle s'organise la fin de saison? Il y a d'autres objectifs à aller chercher? Alors là, je repars sur une prépa à 10 km pour changer un petit peu. Je vais aller travailler la vitesse et puis essayer de battre les records sur semi et puis marathon dans l'année, avec quelques petits trails. Par-ci par-là, de gauche à droite. Voilà. En tout cas, voilà, on vous verra sur ce 35 km, donc le trail d'Asson, qui est une des nouveautés de cette 7e édition, avec un peu plus de 1570 inscrits. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, 1000 l'année dernière. Donc record. Record. 57% d'augmentation. Beaucoup de monde sur la zone d'arrivée, normalement. Ouais. Donc ça va être plutôt chouette. C'est ça, allez les voir justement, la zone d'arrivée, c'est l'hôtel de ville de Montaigu, Vendée, toute la journée de samedi, hein, ils seront là et puis animés en partie par notre confrère Johan Jadot et Ludovic Collet. La suite des événements du week-end, c'est tout de suite. Du handball avec la 4e journée de National 2 masculine. Pouzauges, qui reste sur 2 victoires, se déplace à Falaise samedi soir. Les Normands qui ont débuté le championnat avec 1 nul et 2 défaites. Un nouvel événement de course à pied au programme ce week-end avec la première édition des foulées des Raids Dingues à Auchet-sur-Vendée. Au programme des courses nature sur des parcours de 9 et 18 km. Dimanche, du côté de Notre-Dame-de-Mont, ce sera la 3e édition de la Montoise, des courses nature, de la marche nordique et de la marche sur des parcours de 11 et 17 km. Un événement organisé par le club pédestre de Notre-Dame-de-Mont. Il y aura du surf tout au long du week-end du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec un Open international de parasurf, hommes et femmes. Du waveski au Sable d'Olonne avec la 3e manche de la Coupe de France samedi et dimanche sur la plage de Tanchette. C'est organisé par le canoë-kayak Côte de Lumière. Et puis on reste au Sable d'Olonne où les amateurs de longe-côte se retrouveront samedi à partir de 10h pour un Open et la Coupe de France des clubs. Voilà, et puis pour terminer cette émission en beauté, je vous propose de passer à notre quiz. Allez, le premier d'entre vous qui a la bonne réponse, c'est bien sûr bienvenue pour la donner. Benoît, je suis sûr que vous ouais, mais avec le bon prénom alors. C'est vrai, un scandale. Alors, une station de trail a été inaugurée en Vendée il y a quelques semaines. Sur quelle commune? Les herbiers. Les Herbiers, effectivement. Le 36e Grand Raid de la Réunion aura lieu du 17 au 20 octobre. Quelle sera la particularité de la Diagonale des Fous cette année? On va intégrer le Maïdo. Il y aura plus Mafat, je crois. Alors, c'est effectivement une des spécificités, mais c'est pas forcément la réponse que j'attendais. Ah, il y aura une nouvelle course aussi, non? Alors, une nouvelle course pour la porte d'entrée avant le trail, avant la mascarade. En fait, vous connaissez trop le sujet, donc il y avait plusieurs bonnes réponses possibles. ce sera bien la plus longue course de l'histoire du raid avec 175 km. Et puis une petite dernière question, puisqu'on parlait d'éco-responsabilité, quelle ville française a indiqué cette semaine bannir les bouteilles en plastique des courses? Bien sûr, sa ville. Voilà. Une grande ville de France. Saint-André-de-Gouldois. Ah, un poil plus grand. C'est Paris. C'est la mairie de Paris qui l'a annoncé cette semaine. Voilà. Une initiative qu'on salue, j'imagine. Bien entendu. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est bon. Ouais. Grand vainqueur de ce soir, Spicchio. Ouais, merci. Et puis on aura d'autres des vainqueurs en tout cas ce week-end avec cette 7e édition du Trail de Nantes à Montaigu à suivre ce samedi 28 septembre. 22, 35, 53, 103 km en duo et 103 km en solitaire. On vous invite à aller les voir le long des routes
Merci à nos invités, merci Émilie Bréguin, merci Richard de Belloir. Bon week-end à vous, sous le soleil, on l'espère en tout cas un temps sec. Comme chaque année. Et puis merci à nos deux chroniqueurs, Yoann Jadot, Benoît Pinault. À bientôt. Salut Alex. Décidément, comme l'autre fois, je crois que c'était pareil. C'est la totale. Merci à vous pour votre fidélité et puis on se retrouve dès lundi soir en direct du Vendée Espace pour une émission spéciale Open de Vendée. Salut!